Bonjour et bienvenue pour cette 35e foire du livre de Brive. C'est ici sur le forum des lecteurs que l'actualité commence, ici à Brive. Nous ouvrons le bal donc de cette 35e édition. Premier forum des lecteurs consacré aux écrivains d'ici, ou presque dirais-je, puisque Philippe Bourré est bien briviste, Pascal également, mais nous avons également un gentil voisin qui nous vient de la Dordogne, José Correa. Alors José Correa donc est avec nous pour un livre qui s'appelle Trait pour trait. Nous reviendrons avec lui, il est peintre illustrateur, et nous reviendrons aussi avec lui et en même temps avec Philippe Bourré pour les entretiens que vous avez eus messieurs l'un et l'autre. Et puis nous allons commencer par Pascal Anglès qui publie donc aux éditions Lucien Souni Les Petites Étoiles des Glaciers avec une préface donc de Jean-Paul Malaval. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick. Pas trop stressé ? Ça va. Ça va. Alors, on va parler, et d'ailleurs ce sera l'occasion aussi de l'évoquer avec vous messieurs, on va parler d'abord de ces migrants, des personnes déracinées, car dans le livre de Pascal Anglès, Les Petites Étoiles des Glaciers, il s'agit bien de personnes qui ont quitté leur région, et en France, beaucoup de Français au 19e siècle ont quitté leur région natale pour aller tenter l'aventure ailleurs. Et vous, dans votre roman, Pascal, ils sont partis tenter l'aventure au Mexique, c'est bien loin. Alors dites-nous justement, qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à partir et à quitter cette région des Hautes-Alpes? Donc la vallée de l'Ubaye, puisqu'il s'agit de cette vallée, avec donc la ville de Barcelonnette, a connu une grosse vague d'émigration à la fin du 19e. Donc ces personnes souffraient effectivement d'une grande misère, la vallée était dure et comme je dis dans mon roman, la montagne était sans tendresse, ils souffraient et c'était vraiment très dur pour eux. Donc effectivement, ils ont été tenter leur chance au Mexique où ils ont fait fortune et beaucoup d'entre eux sont revenus et ont construit des villas à Barcelonnette que l'on peut encore admirer. Et j'ai voulu raconter la saga d'une famille, la famille Armand. Et Hortense et Jacques sont des paysans très attachés à leur vallée et ils vont avoir la douleur de voir partir leurs deux fils, donc Émile et Armand, pour le Mexique. Mais ils sont tous déracinés parce que tous. la maman déjà qui habite dans cette vallée de l'Ubaye, du côté justement de Barcelonnette, est elle-même d'origine italienne, elle est Tout aussi déracinée. Elle a fui son Piémont natal car elle a eu une adolescence très difficile. Dans le livre, donc, son père a abusé d'elle et elle porte l'enfant du péché. Et donc, elle va partir sur les routes du Piémont, elle va fuir l'Italie et elle va arriver dans la vallée de Barcelonnette sans rien. Et elle va être prise des douleurs de l'enfantement sur un chemin. Et c'est un colporteur qui passait par là, qui va trouver cette femme dans le désarroi et qui va l'accompagner jusqu'à un couvent de franciscaines où elle mettra au monde ses enfants. Alors, sans trahir de vie personnelle ou de secret, Pascal, je crois que ce monde des migrants, des déracinés, vous concerne aussi un peu à titre personnel parce que vous aussi, vous avez des ascendants qui ont bougé, qui ont migré. Tout à fait. Mon papa est espagnol et pendant la dictature de Franco, ma grand-mère est partie avec ses 5 enfants. Elle a traversé les Pyrénées à pied en se cachant, évidemment. Et c'est vrai que cette histoire d'exil m'avait beaucoup marquée quand j'étais petite et j'ai été bercée par des chansons en catalan de ma grand-mère et elle m'a toujours raconté ce périple, donc l'exil est en moi. Je vais m'adresser à José quelques instants parce qu'on peut aussi parler des déracinés d'une autre façon. José, bonjour tout d'abord, bienvenue à la foire du livre de Brive. Vous aussi, en quelque part, ce monde des gens déracinés, parce que je crois que vous êtes né au Maroc, vous êtes arrivé en Dordogne vers l'âge de 15-16 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Comment l'avez-vous vécu justement ce déracinement par rapport à votre passé, à votre jeunesse qui s'était effectuée de l'autre côté de la Méditerranée? On n'en guérit jamais. Moi, je suis toujours quelque part dans mon pays natal, qui est le Maroc. Et je viens de le dire, je n'en guérirai jamais de ça. Je suis arrivé en France où j'ai été au début assez mal accueilli. J'ai découvert un pays raciste. Et je crois que ça n'a pas tellement changé. J'ai été un émigrant. Il ne marche pas. Si, on garde le même micro. Ça marche. Allons-y. Voilà. J'ai été aussi ce qu'on appelle un sans-papier pendant longtemps. Et maintenant, tout s'est arrangé pour moi. Je vis dans un pays que j'aime, que je considère comme mien.
Mais c'est vrai que ça n'a pas été si facile. Il faut faire sa place, comme les héros du livre de Pascal doivent faire leur place au Mexique. Alors on verra justement de quelle façon, mais il faut creuser son environnement et se fabriquer dans ce nouveau territoire. Il faut accepter beaucoup de choses. Il faut accepter même pour le quotidien, vous voyez, je me souviens une chose qui m'avait marqué, en dehors du côté humain, vous voyez, le pain n'a pas le même goût, par exemple. Ça a l'air futile ce que je dis. Les odeurs n'étaient pas les mêmes, les gens ne parlaient pas de la même façon. Par exemple, j'ai découvert qu'en France, les maisons étaient fermées. Les portes étaient souvent fermées. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué ma mère. Parce que chez nous, les portes étaient toujours ouvertes, les fenêtres. On arrive en France, qu'un pays froid, où les gens sont un peu chacun chez soi. C'était pas comme ça au Maroc. Et il faut s'habituer à ça. Il faut du temps. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Merci José pour ce témoignage, parce que je voulais justement profiter de votre présence pour essayer de ressentir un peu ce qu'était le déracinement, parce qu'un déracinement au 19e ou un déracinement même encore au début du 20e siècle, on est toujours sur les mêmes problématiques. Alors, cette famille Armand, dont deux enfants vont justement construire un empire commercial au Mexique, laisse quand même derrière eux un frère qui va les rejoindre et surtout une mère, j'y reviens, une mère considérablement déchirée. Oui, tout à fait. Hortense, c'est un personnage très intéressant parce qu'elle est vraiment une mère qui va être en grande souffrance. Et d'ailleurs, au début du roman, elle a un malaise et c'est son fils qui la soulève. Et il pense en lui-même, ma mère, aussi légère qu'un fétu de paille, mais si précieuse, bien plus précieuse que tout l'or du Mexique. Et en fait, Édouard, qui est très attaché à sa mère et qui est très attaché à sa vallée, parce que lui-même a un rapport avec la terre. D'ailleurs, dans mon livre, je dis « L'eau, le vent étaient ses maîtres à penser ». Et vous savez, pour faire ce roman, j'ai beaucoup pensé à Giono, à Hortense ou l'eau vive, et j'aime beaucoup Giono, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, car je voulais vraiment qu'on sente que le déracinement, c'était l'arrachement à la terre natale. Et Hortense, justement, va souffrir, et son fils, lorsqu'il partira, pour elle, ça sera un vrai crève-cœur, voilà. Est-ce qu'on sait pourquoi, véritablement, ces paysans, on peut dire, de la vallée de l'Ubaye, et ces gens qui étaient finalement assez pauvres, est-ce qu'on sait ce qui les a poussés à prendre la direction de l'Amérique centrale véritablement, pourquoi le Mexique et pourquoi pas peut-être un autre pays du continent américain? En fait, je pense que tout simplement, c'est parce qu'il y a eu un voyageur, Émile Chabran, qui est parti au Mexique. Et je me suis beaucoup servi de ses carnets de voyage. Il est parti. Et quand il est revenu, je pense que dans la vallée, et même d'autres, comme Kerr et Geoffrey, qui sont partis aussi en éclaireur, c'est ces gens-là qui sont revenus et qui ont vite gagné de l'argent, qui ont donné, qui ont créé l'envie, parce qu'à l'époque, la vallée, vraiment, il n'y avait plus beaucoup de travail. Les filatures de soie fermaient les unes après les autres. Et c'est parce que ces premiers migrants sont revenus que ça a donné envie aux autres. Ça a fait école, en fait. Voilà. Quelle trace reste-t-il aujourd'hui de cette histoire quand même très symbolique de ces migrants de l'Ubaye, de ces Barcelonettes, parce qu'on les appelle aussi les Barcelonettes? Quelle trace reste-t-il aujourd'hui? La trace est très forte puisque les émigrants qui sont revenus ont construit des villas. Et notamment, il y a une villa qui s'appelle la Villa de la Sapinière, où se trouve le musée de Barcelonnette, qui est dirigée par Hélène Homps, la conservatrice, qui fait un travail remarquable pour faire perdurer la mémoire. Et il y a aussi tous les étés un festival, un jumelage entre le Mexique et Barcelonnette. Et il y a des groupes de musiciens mexicains qui viennent. Donc les liens sont très forts parce qu'il y a beaucoup de descendants, beaucoup de migrants au Mexico. Et il y a le lycée français de Mexico qui a été créé par les Barcelonnettes, vous voyez. Alors, quoi qu'il en soit, ils sont partis, mais ils vont, dans des circonstances que je ne dévoilerai pas, bien évidemment, ils vont quand même revenir à la fin, revenir du côté de Barcelonnette, justement dans cette vallée de l'Ubaye. C'est peut-être aussi le moment où finalement la famille se réunit à nouveau, cette famille Armand. Bon, c'est aussi très déchirant, hein. Le retour est déchirant. Le retour est déchirant, oui, pour Émile qui revient le premier, donc on ne va pas trop dévoiler, mais quand sa mère va le retrouver, c'est vrai que là, il va y avoir une
une émotion intense et surtout que le secret d'Hortense lui a été révélé, même si je veux rester très discrète. Et voilà, donc ça sera très très difficile pour eux. Alors, je vous avoue qu'en préparant ce forum des lecteurs, eh bien, j'ai vu Philippe Bourré, on s'est contacté bien évidemment, et je lui ai dit, est-ce que ça te dit de lire le livre de Pascal? Il me dit oui, avec plaisir. Alors on va lui demander justement à Philippe comment lui il a perçu ce livre et surtout ce déracinement, ces migrants, comment l'avez-vous perçu, Philippe? Bonjour. Alors, tout d'abord, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous adresser directement, mais mon bonjour. Bonjour José à nouveau, et bonjour Pascal. Moi, je prendrais ça de notre côté. J'ai pris ça du côté de la sonorité parce que c'est un livre que j'ai d'emblée lu à haute voix pour en faire sonner la lettre, si je puis dire. Et je dirais que la lettre, telle que Pascal Anglès l'a saisie, est très résonante. J'ai adoré lire ce livre à haute voix, et pas tout seul. Je l'ai lu aussi pour la femme avec laquelle je partage la vie. J'ai été saisi dans une balade et en même temps dans un grand voyage. Le livre ne tombe absolument pas des mains parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, on est embarqué dans cette aventure. Moi qui ne connais pas la question ni de l'exil ni de l'émigration, je suis enseigné par ce livre. Merci beaucoup. Comme je l'ai été aussi en rencontrant José Correa et grâce au savoir qu'il m'a fait passer sur cette position d'exilé et la manière dont il en parlait tout à fait précisément tout à l'heure, de cette difficulté de rencontrer un pays dans lequel qu'on ne connaît pas, qui est tellement différent de son pays d'origine, et comment en effet José, lui aussi, malgré les portes et les fenêtres fermées, malgré le froid, a fait des rencontres fantastiques et dont il parle de manière très précise également et qui ont, je dirais, donné une orientation à sa vie de jeune adolescent et qui en même temps lui ont permis de saisir des traits chez les personnes rencontrées et de construire sa vie d'artiste et d'homme. Voilà. Donc j'apprends tout ça. Le roman de Pascal Anglès m'enseigne. Et moi, je lis pour m'enseigner. Je lis pour apprendre des choses. Voilà. Merci Philippe. Un dernier mot, on va conclure Pascal, oui, et on va parler ensuite du livre de Philippe Bourré. Un petit mot d'abord avec la préface de Jean-Paul Malaval, oui, qui est un ami qui vous est un ami très cher, bien évidemment. Oui. Et puis également aussi un coup de chapeau à la maison Lucien Souni, la maison d'édition Lucien Souni, qui vous fait rentrer, je dirais, dans la cour des grands romanciers. Merci. Oui, je voudrais remercier bien sûr Jean-Paul Malaval pour sa très belle préface. Et surtout, Jean-Paul, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, m'avait conseillé de regarder un film d'Edgar Reis qui s'appelle Heimat et qui parle de l'émigration des Allemands dans l'Amérique du Nord. Et ce film, qui est une saga qui commence à la fin du 19e jusqu'au début du 20e, m'a énormément aidé à comprendre ce que c'était que l'exil et qu'est-ce que c'était que la nostalgie et comment on n'oublie jamais, comme José parle du Maroc, je pense que les images, les lumières, les couleurs de son pays sont toujours en lui. Et je crois que ça, c'est très important de dire qu'on ne guérit jamais de sa terre natale. On l'a toujours en soi. Et on n'oublie jamais. Et on ne l'oublie jamais. Et pour les éditions Lucien Souni, je suis très fière et très heureuse d'avoir travaillé avec Véronique Tabuy, qui est formidable et qui m'a beaucoup appris. Merci Pascal. Philippe, on poursuit puisque vous aviez déjà un petit peu entamé vos propos justement et sur ce dialogue avec José Correa. On vous a rencontré, enfin en tous les cas moi je vous ai rencontré l'an passé pour les entretiens de Brive, c'était donc lors de la Foire du Livre 2015. Cette année donc vous venez avec deux livres, mais celui-ci est celui qui nous occupe aujourd'hui. Racontez-nous quel cheminement, comment vous êtes arrivé à rencontrer José Correa, peintre illustrateur basé dans la banlieue de Périgueux, si je ne dis pas de bêtises, et quel chemin vous a amené à le rencontrer? Je crois qu'il est tout à fait original, ce chemin. J'ai rencontré José Correa à partir d'un romancier qui est cher à son cœur et qui l'est devenu au mien, François Augiéras, qu'un ami m'avait conseillé de lire. J'avais commencé par Le Vieillard et l'Enfant, bien sûr. Je dis bien sûr parce que je crois qu'il faut commencer par Le Vieillard et l'Enfant. Je pense que José sera d'accord avec moi, certainement. Non, tu n'es pas d'accord avec. Pas Le Vieillard et l'Enfant. Alors quoi? Non, je crois qu'il faut commencer par
une adolescence au temps du maréchal qui est devenue, avec le temps, la trajectoire. Parce que là, on démarre avec la vie, l'enfance, la naissance de François Girard. Et là, il se raconte simplement, alors que Le vieillard et l'enfant sont des livres beaucoup plus sulfureux. Et donc, ça peut décourager. Alors qu'en découvrant François Girard à travers son adolescence, sa naissance, oui. Là, on voit vraiment son parcours. On le situe mal dans Un vieillard et l'enfant. Tu m'excuses, Philippe. Non, non, non. Mais on pourrait rentrer dans un débat. La contradiction est constructive, José. C'est comme ça que nous avons dialogué ensemble avec José. José n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut s'y cogner à José Correa. Et j'ai aimé m'y cogner. Et donc, en découvrant Augeras, un jour, j'écoute une musique d'Éric Satie et je vois la couverture d'un album de BD musique et je vois le portrait d'Éric Satie magnifique qui me regarde et je lis José Correa. Et je me rends compte en effet du lien qu'il y a entre Augeras et Correa et je décide d'appeler José Correa pour le rencontrer pour un petit entretien à l'origine. Alors, vous dites au début de votre livre, aller vers l'artiste a toujours été pour moi de l'ordre de l'imprévu. Alors, est-ce que justement, ce dialogue, alors qui devait durer quelques heures, mais enfin qui a été finalement assez long, hein, l'entretien assez long et à plusieurs reprises, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que finalement c'était vraiment si imprévu? Ce qui était imprévu, c'était le livre. Ce qui était prévu, c'était rencontrer José Correa et rencontrer l'homme, rencontrer l'artiste. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire que le petit entretien que j'avais pensé d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour écrire un petit papier, José Correa, dont on m'avait dit, tu sais, c'est un bonhomme assez difficile et il va peut-être te foutre dehors. José Correa a tiré le rideau de son atelier et il l'a retiré pour que je sorte 3 heures après. Je suis resté 3 heures avec lui déjà dans un premier temps. Et quand j'ai rédigé l'entretien que nous avions eu, ça faisait 80-90 pages. Et José m'a dit, mais ça, c'est pas un article, ça, c'est pas un entretien, c'est presque un livre. Aucun magazine te le prendra. Aucun magazine te le prendra. Et le signifiant livre est arrivé et José m'a dit, mais même je ferai des illustrations si on fait un livre ensemble. José, vous confirmez que finalement ce livre, il est un peu de votre genèse, de votre intuition? Non, c'est tout à fait vrai, parce qu'au départ ça devait être un article comme ça, une petite entrevue, et puis finalement c'est devenu un livre, parce à la suite de ce premier, il y en a eu d'autres rendez-vous, et donc il a continué, mais moi j'étais assez épaté par la transcription, quoi, parce que je parle, il avait un petit magnéto, mais bon, je faisais pas très attention à ce que je disais, quoi. Vous voulez parler de la fidélité de la transcription? Oui, parce que pour moi, c'était comme si j'avais un pote à l'atelier, puis on discutait. C'était pas, j'avais pas en face de moi un journaliste ou autre, quoi. C'était, même si au début il m'avait dit, c'est pour faire un article. Après, ça s'oublie, tout ça. Et alors, justement, vous êtes facilement passé dans le côté amical, je discute à bâton rompu, comme ça, sans, comment dire aujourd'hui, de façon très coutumière, sans langue de bois, je me lâche tranquillement. Et vous avez oublié tout le reste? Je vois pas pourquoi il y aurait une langue de bois. Non, il y a eu une vraie complicité. On a parlé comme des potes. Ça s'est fait naturellement. En tous les cas, c'est très très beau à entendre de la bouche de José. Ce que je veux préciser, c'est que dans ce livre, que j'ai construit comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que j'invite le lecteur à entrer dans un huis clos et je lui dis, lecteur, viens avec nous, tu vas entendre quelque chose, tu vas entendre le savoir d'un artiste et ce savoir, je vais essayer de te le faire passer. Donc tu es à côté de nous. Et donc j'ai construit ça comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire de temps en temps, je me tourne vers le lecteur et je lui dis, là, voilà, José est très silencieux, ou là, voilà la façon dont il trempe sa plume dans l'encrier, dont sa main s'agite sur la page, etc. Voilà, je vais rajouter pour ceux qui nous écoutent et qui ont, je l'espère, envie d'acheter ce livre, c'est qu'il y a effectivement la narration, enfin le dialogue avec José, et il y a cette voix off, ce narrateur qui vous raconte un petit peu l'environnement de l'atelier, les conditions de l'interview, enfin du dialogue tout du moins, et qui vient apporter quelques précisions, comme si on avait une voix là qui nous arrivait pour nous raconter un petit peu, nous apporter justement, des éléments supplémentaires
pour mieux nous mettre dans l'ambiance, hein, de ce dialogue. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est d'indiquer que toute vraie rencontre est une rencontre des corps et une rencontre de corps parlants. Et quand j'ai rencontré José, j'ai avant tout rencontré un corps parlant, un corps dessinant, c'est-à-dire un corps à l'œuvre artistique. Et c'est ce que je voudrais faire sentir, c'est qu'une vraie rencontre, c'est une rencontre où les corps sont très présents et où le langage traverse le corps et vient faire résonance. Ce qu'on entend aussi chez les écrivains, quand on les lit de près ou à voix haute, on entend que les mots viennent résonner dans leur corps. C'est ce que Danielle Salnave appelle, Danielle Salnave qui était la présidente de la Foire du Livre l'année dernière, elle appelle ça, pour les écrivains par exemple qui ne sont plus de ce monde, elle appelle ça le don des morts. Elle dit qu'en effet dans leur écriture, il y a du corps. Ils nous transmettent leur corps écrivant et leur corps parlant. Et je pense que toute vraie rencontre est une rencontre des corps, oui. Je m'adresse un petit peu à José. Enfin, allez-y José, si vous voulez rajouter. Ben, il était là sans être là parce que souvent je dessinais en lui parlant ou je dessinais pendant qu'il me parlait et il n'y a pas eu de gêne. C'est comme si il faisait partie de mon atelier. Ça roulait tout seul, quoi. Je prenais la plume ou le pinceau et puis bon. D'ailleurs, Philippe écrit il se déplace jamais sans son carnet et son crayon. Je m'attendais à ce que vous l'ayez sur un coin de la table. Je l'ai. Vous l'avez dans la poche. José, justement, il a été beaucoup de questions de François Augiras, bien évidemment, dans cet entretien. Hein, cet écrivain, ce peintre que vous avez rencontré dans une maison de convalescence du côté de Brantôme, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, la maison des Fougères. Je pose une question très simple et peut-être naïve. Est-ce que ça n'a pas été, sachant que c'était aussi des événements qui vous ont beaucoup marqué et beaucoup touché intérieurement, est-ce que ça a été difficile de revenir sur François Augiras ou d'en parler a été naturel? Est-ce que c'est pas un peu, vous le dire plus clairement, est-ce que c'est pas un peu douloureux parfois? Ça l'a été. Au début, il y a quelques années, quand il a disparu en 71, pendant un temps, j'ai été très sollicité par les fans. Et quand je dis fan, c'est pas un mot facile. Augiras, on l'adore ou on le déteste. Mais ceux qui l'adorent très très fort. Ça va jusqu'au fétichisme. Pour vous dire, quelquefois je rencontre des gens comme ça qui sont vraiment des grands amoureux d'Augiras et qui veulent me toucher pensant toucher Augiras. C'est un peu gênant pour moi, mais vraiment c'est de l'ordre du fétichisme. Et donc les premières années après sa disparition, j'ai voulu couper avec tout ça. Je recevais beaucoup de courriers de gens connus ou moins connus qui voulaient tous que je leur parle d'Augiras. Et au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Vraiment, ça m'a gonflé. Et donc, j'ai tout coupé. Je recevais plus personne. Je répondais pas aux courriers. Et le temps a fait que ça s'est apaisé, tout ça. J'ai retrouvé chez ma mère des lettres de François, des photos, enfin, des peintures. Ma mère avait tout gardé parce que moi, j'étais pas mal sur la route. J'étais ce qu'on appelait à l'époque un beatnik. Et donc, j'étais pas souvent chez moi et je conservais rien, que ce que j'avais sur moi. Et ma mère avait tout gardé. Et quelques années plus tard, quand je suis revenu, j'ai revu tout ça et je l'ai revu apaisé. Et là, je n'ai pas repris contact avec ces gens-là. C'est eux qui m'ont sollicité à nouveau. Et maintenant, je peux en parler facilement. Et donc, Philippe, pour vous, finalement, ces longs passages consacrés à François Augiras sont plutôt bien tombés. Si j'entends bien ce que dit José, c'est arrivé aussi à un moment où il était beaucoup plus disposé à évoquer ce passé. Oui, mais ce qui est tout à fait passionnant dans les rencontres avec José Correa, c'est qu'en effet, nous avons parlé d'Augiras, il en a beaucoup parlé, mais il y a un au-delà aussi. C'est ça qui est intéressant. Le savoir, je dirais le savoir avec le mot art dedans, que nous fait passer José, c'est comment cette rencontre fondatrice pour lui à 17 ans avec François Augiras a compté au point qu'il ait pu, en effet, je dirais presque, la mettre de côté pour en extraire des traits, quelques traits, dont je dirais la composition, le grattage, c'est ce qu'il dit, qui maintenant nourrissent son art, mais qui nourrissent l'art de José Correa. C'est-à-dire comment une rencontre, aussi grandiose soit-elle, peut permettre à un sujet, non pas de s'identifier
à la personne rencontrée, parce que si c'est une identification totale, qu'est-ce que ça représente? Mais de pouvoir extraire de la rencontre des traits précieux qui permettent à un sujet de construire son propre rapport à l'art. Et José Correa est parvenu à ce qu'on pourrait appeler son style, c'est-à-dire, on voit un dessin, on dit c'est du Correa, c'est du Correa. Bien sûr, il y a quelques traits qui ont été transmis par Augiéras, mais ces traits-là ont permis à José d'être José Correa, d'être l'artiste José Correa. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y ait ce passage, je dirais pas ce après Augiéras, mais ce avec Augiéras, mais sans Augiéras. C'est-à-dire savoir se servir d'Augiéras à condition de pouvoir s'en passer. Merci. Je voulais qu'on évoque aussi votre maison d'édition, parce que je sais que vous m'en avez parlé, Philippe. Vous vouliez rendre hommage aux éditions Claire Lorrain qui ont été excessivement réactives, c'est le moins qu'on puisse dire, quand vous leur avez proposé votre manuscrit. Voilà. On a créé une collection qui s'appelle Dialogue, avec les éditions Claire Lorrain qui sont à Bazas, qui... Je ne pense pas qu'ils soient encore arrivés de Bordeaux, mais je les remercie infiniment d'avoir accueilli ce texte, d'avoir accueilli José. D'ailleurs, ils sont allés rencontrer José dans son atelier également. Ça a été vraiment une grande chance. Grande chance. Ils ont fait un beau livre. Alors, on va redonner la parole à José Correa pour terminer ce plateau. José, à la fin de l'entretien avec Philippe, justement, ça nous fait une parfaite transition. Vous dites maintenant, je batifole, je tente un tas de choses. Est-ce que ce trait pour trait, dont vous avez été l'illustrateur et dont l'auteur est Jacques Serviat, qui n'est pas très loin de nous, auteur de poésie, de poèmes, est-ce que ce trait pour trait fait partie de vos expériences nouvelles d'illustrateur, ou est-ce que c'est ni plus ni moins que quelque chose que vous aviez déjà fait et que vous avez reproduit? Non, j'ai essayé de rentrer dans l'univers de Jacques. J'aurais aimé qu'il dise quelques mots, je ne sais pas s'il est dans le coin, mais... Jacques, vous savez, on parle de Renaud, il s'est baptisé lui-même chanteur énervant. Hein? Et Jacques est un poète révolté. Chaque matin, il est révolté par la connerie, la bêtise, enfin tout ce qui se passe dans notre monde. Et il a besoin de l'écrire. Alors bien sûr, c'est aussi un grand amoureux des femmes, et il en parle bien. Mais c'est un art brut. Et tout ce qui balance sont des coups de poing ou des caresses assez fortes. Et donc, j'ai aussi essayé de rentrer dans ses mots et dans sa force. Et donc, j'ai fait aussi des dessins plutôt bruts pour être en totale complicité avec lui. Mais j'aurais bien aimé qu'il dise quelques mots, je ne sais pas si c'est dans le coin. Il était là, mais il n'était pas... Je pense que Philippe veut rajouter un petit mot, justement, par rapport à votre ouvrage. J'ai lu trait pour trait hier soir. Je vais vite aller l'acheter. J'ai écrit ça. 3 lignes. Poème qui rappe et qui dérape de Jacques Serviat. Du bellard en un seul mot. 100% SANG, 100% pur song. Et des dessins encore et en Correa qui vont puiser au fond de l'encrier la livre ivre de chair, à lire sans mots et ration. Très beau. Alors justement, parmi les auteurs, et en plus c'est quelqu'un qui va vous parler, c'est Arthur Rimbaud. Et je voulais qu'on le voit à la caméra, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir le dessin de José, parce que quand Philippe Bourré vous dit c'est du José Correa, c'est du dessin à l'encre de Chine, vraiment, et c'est vrai qu'une des images de marque, José, qui vous caractérise, c'est le portrait. Et ça aussi, ça vous est venu très tôt depuis vos rencontres avec François Augiéras. On y revient, ouais. Le portrait, c'est votre marque de fabrique. Oui, tout enfant déjà, j'adorais regarder les gueules. Et donc j'ai commencé très tôt, même avant de connaître François Augiéras, je faisais déjà beaucoup de portraits, tout enfant. Hein, je ne sais pas quel âge j'avais, mais peut-être 5-6 ans. Et donc j'ai continué. Et donc les gueules que j'aime sont des hommes et des femmes, bien sûr, mais C'est l'autre enfoiré, là. Non, je veux dire pourquoi. Parce que ce crocodile, je ne sais pas si là aussi on va le voir à l'image, je le montre au public. Ce crocodile, c'est un poème donc, et qui a un rapport avec l'affaire
Cahuzac. Vous savez, le maire de Villeneuve-sur-Lot qui avait quelques comptes à l'étranger. Vous faites de la pub, il faut arrêter. Non, on va arrêter de lui faire de la pub, mais il faut quand même dire que ce crocodile-là, il résume bien un peu la situation. Ouais. C'est de la famille Lacoste. Je peux rajouter un petit mot formidable en disant c'est du Correa. La phrase que dit Francisco Hugo Freda, qui expose au Musée d'Art Moderne de New York, voilà ce qu'il dit de José Correa en 2 mots. Il y a très peu de visages dans l'histoire de la peinture, il y a beaucoup de portraits. Il y a très peu de visages. Bacon a créé un visage, Picasso a créé un visage, Giacometti aussi. La Joconde de Leonardo, c'est un visage. Pour ce que j'ai pu voir de Correa et lire ce qu'il dit des visages qu'il peint, je suis convaincu qu'il a inventé un visage. C'est un superbe hommage. José, c'est un superbe hommage. C'est trop, c'est une lourde responsabilité, tout ça. Je vais être obligé encore d'être meilleur chaque jour. Alors, je parlais d'Arthur Rimbaud, mais je crois aussi qu'il y a un autre personnage qui est aussi dans ce livre très pour trait et que vous avez rencontré aussi. C'est le chanteur Alain Bachung. Vous pouvez nous en dire un tout petit mot, José, parce que c'est là aussi quelqu'un qui, alors, d'autres titres, mais vous a aussi profondément marqué. Il est beaucoup compté pour moi. Moi, je le considère comme le dernier surréaliste. Il n'y en a pas d'autre après lui. C'est un personnage d'une perfection, que ce soit dans les mots, la musique. Enfin, il a été cherché très très loin. Il s'est jamais contenté de faire une petite chanson comme ça avec quelques rimes. Il a été très loin, cet homme, et j'ai une très grande admiration pour lui. Et vraiment, il me manque. Alain Bachung, je te salue. Voilà. Et puis, alors, je voudrais pas. On va terminer ce forum des lecteurs. Je voudrais pas terminer sur une note trop triste. Mais vous le savez, il y a un petit peu plus d'1 an, à Paris, ont eu lieu de tristes attentats. Et il y a aussi, écrit par Jacques Serviat et illustré donc par José Correa. Je vais aussi le montrer à l'image. Et c'est, je crois, le seul dessin couleur qu'il y ait dans ce livre. C'est un poème à la mémoire qui s'appelle Bataclan Blues, qui a évidemment, et je vais vous montrer donc à l'écran, j'espère qu'on va pouvoir le voir, voilà. Cette image, donc, vous pouvez nous en dire un tout petit mot, José, nous le décoder, si je puis dire. En fait, j'ai fait ça sans avoir lu le texte de Jacques. J'avais fait ça quelques jours après le Bataclan. Comme ça, quelques taches jetées sur un bout de papier, ça donnait ça. Et lorsque Jacques a écrit son texte, il a pensé que c'était tout à fait ce qu'il fallait comme illustration. Et malgré les problèmes techniques, parce qu'on voulait faire un livre en noir et blanc, et l'éditeur a dit, non, vous pouvez y aller, vous pouvez me mettre une page couleur. Et c'est pour ça qu'il y a ces quelques taches de sang sur une tour Eiffel. Bon, en tous les cas, c'est un hommage au Bataclan qui va réouvrir ses portes la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie tous les trois. Je rappelle vos livres. Les Petites Étoiles des Glaciers, Pascal Anglès aux éditions Lucien Souni, Dialogue avec José Correa, Philippe Bourré aux éditions Claire Lorrain, et enfin Jacques Serviat et José Correa, trait pour trait aux éditions La Lose. Merci de votre attention et rendez-vous donc demain pour le prochain forum des lecteurs. Vous nous retrouvez également en direct sur correstélévision.fr et sur la chaîne YouTube Corres Télévision. Merci à tous.